Bah ça y est, la F1 de retour à Montréal au Canada, circuit particulièrement apprécié par les pilotes et les fans, on avait tous très hâte que ça reprenne. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de ce qu'il faut attendre du Grand Prix de Montréal. C'est parti! Alors très rapidement, bref présentation du tracé, je vous l'affiche à l'écran. Donc un circuit de 4 km 3 de long avec 14 virages et 70 tours au programme. Circuit qui est assez rapide dans l'ensemble avec le meilleur tour qui s'est effectué en 1 minute 13 en course en 2019. En qualif on est à peu près en 1 minute 10 il me semble. Au niveau des dépassements lors ce Grand Prix, l'avantage c'est qu'il y a pas mal de lignes droites. Donc pour le dépassement c'est plutôt cool. Secteur 2 c'est plutôt pour le rapprochement. Et puis dans le secteur 3 on peut dépasser soit avant la chicane virage 13 et 14, soit au virage 1. Donc dans le global c'est un circuit où on s'ennuie pas trop. Il s'est passé pas mal de choses ces dernières années. On va revenir un petit peu plus en arrière en 2007 il me semble, ou 2008 je ne sais plus, lorsque Robert Kubica a eu son énorme crash dans sa BMW Sauber. Il est parti contre le mur et en tonneau, des images spectaculaires. Heureusement, c'est pas des choses qu'on voit très souvent. Le dernier en date qui me vient comme ça, c'était Antonio Giovinazzi. Non, c'était Marcus Ericsson en 2018 à Monza. Et l'autre moment très marquant, et je pense qu'on se souvient tous encore, c'est assez frais dans nos mémoires, Sébastien Vettel en 2019, lors de la dernière édition finalement, qui est venu échanger les panneaux de vainqueur et de deuxième à l'arrivée avec la monoplace de Lewis Hamilton. Grosse controverse au sujet d'une potentielle pénalité de 5 secondes. Moment assez marquant et historique dans l'histoire de la Formule 1. Allez, maintenant on passe aux dynamiques. Et pour les dynamiques, j'ai relevé 3 dynamiques différentes pour ce Grand Prix. La première, évidemment, on va parler de Charles Leclerc, le pauvre monégasque qui est sur une série de 3 courses où il doit finalement peut-être gagner les 3. Mais il se retrouve avec même pas 18 points. Voilà, catastrophe pour lui. On se rappelle donc l'Espagne, problème moteur ou mécanique. Monaco, il doit gagner, mais la stratégie le plombe totalement. Et enfin, la semaine dernière, à Bakou, le moteur qui pète. Alors peut-être qu'il n'allait pas gagner, mais c'était podium assuré. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'à Montréal, normalement, la monoplace est toujours aussi performante. C'est pas pour rien qu'il tape 6 pôles cette saison, que c'est le meilleur en qualif le samedi. Mais la fiabilité en course, c'est pas ça ces derniers temps. En début de saison, le problème c'était la gestion des gommes. Ça semble être résolu depuis Barcelone. Donc maintenant, à voir si la fiabilité tient. Et dans ce cas-là, ça pourrait lui permettre de gagner. Parce que là, le momentum niveau fiabilité, il est de retour chez Red Bull, qui eux ont eu des problèmes en début de saison. Mais là, ça a tourné. On enchaîne rapidement avec Sébastien Vettel. Je voulais parler de Sébastien Vettel parce qu'il a fait un gros Grand Prix à Bakou quand même. Il a fini à la 6ème position et 8 points d'engranger pour Aston Martin. Ce qui est important pour Aston dans cette lutte dans le midfield avec des écuries comme Haas et AlphaTauri. Aujourd'hui, Aston, c'est celle qui est l'une des plus en retard avec Williams. Haas a commencé très fort, AlphaTauri, on sait pas trop. Alpine, McLaren, c'est un peu plus fort. Donc Aston, c'est important qu'ils prennent des points. Et quand on voit le niveau désastreux de Lance Stroll, et bah c'est très important que Sébastien Vettel il vienne prendre ses gros points. Il n'y en aura pas 36 occasions pareilles. Et puis on sait que les 6 premières places elles sont trustées par Mercedes, Ferrari et Red Bull. Alors Mercedes avec George Russell dans le top 5 tout le temps. Lewis Hamilton quand il fait des bonnes perfs. Mais on discutera de Lewis Hamilton parce que sa monoplace ne semble pas être forcément la même. Donc Aston Martin, il compte sur Sébastien Vettel pour prendre ses gros points. Et aujourd'hui il va arriver au Canada, Grand Prix qu'il a remporté en 2018, où il a fait une très bonne performance en 2019, il aurait dû remporter le Grand Prix aussi en 2019. Donc à voir maintenant si l'Aston va bien fonctionner. Ils sont sur un nouveau concept, le même que la Red Bull, donc à voir si ça va fonctionner. Il le développe petit à petit et Sébastien Vettel il est assez confiant dans cette voie. Donc c'est important de souligner le bon travail qui a été fait. On a tiré sur Aston Martin en début de saison. Là, ils reviennent petit à petit dans la course, c'est important. On va terminer les dynamiques en parlant de Kevin Magnussen. Alors j'ai parlé de son coéquipier la semaine dernière, Mick Schumacher, après son crash à Monaco. Mais il faut maintenant parler de Kevin Magnussen parce qu'il a fait un très gros début de saison et on s'attendait tous en fait à voir Haas plus fort finalement. Parce qu'avec de tels résultats, mais depuis Bahreïn, les premiers Grands Prix, c'était de très bons résultats et très prometteurs pour Haas. Et tout le monde se disait, ah bah finalement... Ils s'en sortent bien, ils ont fait un bon développement, ils avaient plus en soufflerie, ils ont réussi leur concept. Maintenant, le problème, c'est qu'ils n'ont toujours pas amélioré leur monoplace, ils n'ont toujours pas amené d'amélioration. Donc, eh bien, ils marquent beaucoup moins de points finalement. C'est les 4 derniers Grands Prix Kevin Magnussen, c'est aucun point de marqué. Après, il y a aussi eu les problèmes de fiabilité à cause du bloc moteur Ferrari. Il y a eu le contact avec Lewis Hamilton. Donc, c'est plus compliqué pour lui ces derniers temps. Mais ce qui me laisse un peu d'espoir, c'est de me dire que Haas, ça va une batte d'amélioration. Ils vont pas commettre les mêmes erreurs qu'ils ont commises en 2019 avec Romain Grosjean et Kevin Magnussen. À ce moment-là, ils avaient une monoplace très performante en début de saison. Ils étaient même aussi forts que Red Bull à Melbourne. On s'était tous dit, ah, on a une nouvelle écurie qui sera capable de venir se battre avec les autres.
Au final, ils ont amené plein d'améliorations tout genre, ça n'a jamais fonctionné. Et résultat, leur monoplace, elle a jamais pu être développée et ils ont fini dernier. Et après, c'était la grosse crise les 2 années suivantes. Donc, pas d'amélioration pour le moment, pas une très grosse dynamique du côté de chez As, mais c'est peut-être pour la bonne cause. Peut-être qu'ils essayent vraiment de comprendre leur monoplace, c'est le début d'une nouvelle réglementation. Donc c'est important pour eux de comprendre leur concept plutôt que d'amener des améliorations en tout genre. Le concept, il ne se base pas que sur un an, c'est sur les 4-5 prochaines années. Donc c'est important de le comprendre. Donc As, pour le moment, c'est pas une très bonne dynamique, mais dans le futur, ça va aller. Allez, on part pour la question du week-end. Et ce week-end, on va se demander, est-ce que Red Bull a pris un avantage certain aux constructeurs? Alors oui, on est à un tiers de la saison, et Red Bull est est devenu la première écurie au championnat pilote et au championnat constructeur. Et surtout au championnat constructeur, je vais m'appuyer aujourd'hui. Parce que on a vu que Sergio Pérez a été plus performant que Carlos Sainz sur la globalité du premier tiers de la saison. Alors il y a eu à Miami par exemple la bataille qui a été remportée par Carlos Sainz, mais de l'autre côté, le pilote espagnol il a fait beaucoup d'erreurs individuelles, il n'a pas été aidé non plus par la mécanique de Ferrari. Donc, Sergio Pérez et Max Verstappen, ils ont pu prendre plus de points. La bataille constructeur, on l'a vu, elle est très importante, comme l'année dernière on l'a vu, c'est très important de la gagner à 2 pilotes. Sergio Pérez, il a beaucoup aidé Max Verstappen, mais malheureusement ça n'a pas été suffisant parce que Valtteri Bottas a fait de meilleurs résultats. Là, cette année, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de problèmes de fiabilité avec la nouvelle réglementation. On voit que ça tourne un petit peu de chaque côté, donc en début de saison c'était plus Red Bull qui avait des problèmes, là c'est plus Ferrari. À tout moment ça peut rebasculer et ça peut être de nouveau Red Bull qui va être en proie à des problèmes de fiabilité. Mais il est clair qu'aujourd'hui si Ferrari veut venir remporter le championnat constructeur, ça doit se faire à 2 pilotes. Et comme on l'a dit, Carlos Sainz, un peu plus compliqué. Alors on va pas encore lui tirer dessus, on va faire le procès à la mi-saison, on fera un procès global sur les performances des pilotes. Mais c'est vrai que Carlos Sainz, on s'attendait à mieux, surtout au vu de sa saison dernière où il a fini devant Charles Leclerc. Alors c'est pas mauvais non plus, il a quand même pas mal de podiums Carlos Sainz, faut pas l'oublier, et puis le week-end, peut-être pas à Bakou puisque le premier de fiabilité et il était pas vraiment dans le rythme, mais à Monaco, Carlos Sainz, il fait quand même deuxième. Alors certes, fait de course, etc., mais dans l'ensemble, il prend quand même des podiums. Ce qui est dur pour lui, c'est surtout la comparaison avec Sergio Pérez, qui lui a déjà gagné. Qui lui, on le voit, il est compétitif par rapport à son coéquipier, il le bat. Le principal problème de Carlos Sainz, c'est qu'en rythme de course, il est assez loin. Et à part Monaco, j'ai pas de souvenir où il était dans la bataille avec les trois. Donc est-ce que la bataille de constructeurs va être remportée par Red Bull? Ça, je ne sais pas encore. On est encore loin de la fin de la saison, tout peut basculer encore. Mais ce qui est certain, c'est que si Ferrari veut venir se battre avec Red Bull, il va falloir prendre des gros points. Et qui sait, peut-être que Mercedes va revenir à un moment donné. Alors, on est clairement que c'est pas l'idée tout de suite avec les problèmes qu'ils ont de marsuinage. Mais bon, qui sait. Enfin pour terminer, on va parler de mon niveau d'attente et la statistique du week-end. Alors mon niveau d'attente, je place à un 14 sur 20 parce que circuit Gilles Villeneuve, c'est un circuit que j'affectionne tout particulièrement avec Singapour. C'est toujours un plaisir de voir les monoplaces rouler sur ce circuit que je trouve splendide, magnifique, rapide, il y a de la bataille. Vraiment un circuit que j'adore. Maintenant, j'ai hâte de voir si Ferrari va régler ses problèmes de fiabilité pour avoir une vraie bataille. Parce qu'on n'a plus de vraie bataille depuis le premier Grand Prix de la saison, en fait, j'ai l'impression. Soit Red Bull était devenue trop forte et battait tout le temps Ferrari à cause des problèmes de gomme, soit il n'y a pas eu de bataille du tout parce que la fiabilité a tué l'une ou l'autre des écuries. Enfin pour terminer, la statistique. Alors j'ai 2 statistiques. La première, c'est que seuls 4 pilotes sur la grille de départ en 2022 ont remporté le Grand Prix du Canada, c'est-à-dire Sébastien Vettel, Lewis Hamilton, Fernando Alonso et Daniel Ricciardo. Donc on aura probablement un nouveau vainqueur ce week-end. Et en termes de qualification, seuls 2 pilotes sur la grille de départ ont pris la pole position depuis le début de l'ère hybride, hors 2016. Lewis Hamilton et Sébastien Vettel. Donc une nouvelle fois, on va avoir un nouveau poleman. Et ça, c'est important pour les livres d'histoire. Bref, j'espère cette vidéo un peu plus courte que d'habitude, un peu plus rythmée que d'habitude, avec moins de pauses, vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, très probablement peut-être pour parler du Grand Prix, peut-être pour prévoir le prochain Grand Prix. J'espère avoir éclairé votre week-end Formule 1. Passez à tous une bonne fin de semaine. C'était Georges F1. Salut!